D'habitude là, j'aime bien commencer à l'heure, aussi près de l'heure que possible, pour vous présenter donc aujourd'hui Carl Cogar et Nathalie Cox, donc, qui nous viennent de l'ambassade de France aux États-Unis, à Washington. Certains d'entre vous, peut-être, qui étaient là l'année dernière, reconnaîtront Carl Cogar, qui avait déjà fait une présentation l'année dernière sur la situation du français aux États-Unis. Ça avait tellement plu que j'ai demandé de revenir en deuxième semaine, en deuxième été, pour continuer de présenter un peu ce que, notamment donc l'ambassade de France et les services culturels français proposent comme action culturelle, éducative pour la promotion et la diffusion de la langue française en Amérique du Nord et aux États-Unis, notamment, puisque eux sont en charge des États-Unis. Carl Cogar est attaché culturel et attaché donc éducatif, donc c'est lui qui s'occupe à l'ambassade de Washington des questions éducatives, et Nathalie Cox, qui d'ailleurs elle-même est un peu middleburyienne, puisqu'elle a fait sa maîtrise à Middlebury, même si c'est Middlebury de l'autre côté du pays, en Californie, enfin c'est Middlebury aussi, hein. Vous voyez, Middlebury est véritablement sur la carte de la langue, des langues et de la langue, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très très important d'avoir aussi la présence des services culturels des différents pays. Alors c'est plus ou moins difficile, les pays francophones. J'essaye d'avoir d'autres pays francophones aussi qui viennent présenter, c'est un peu plus délicat. J'essaie d'avoir les Suisses, mais ils ont du mal aussi à venir, les Suisses, quelquefois. Donc là, je suis très content de pouvoir aujourd'hui redonner la parole donc à Carl Cogar et à Nathalie Cox pour vous parler donc de la politique éducative, la diplomatie culturelle. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie culturelle? Donc, ils ont beaucoup de choses à vous dire, et surtout beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de réponses à apporter à vos questions. Donc on s'arrangera surtout pour avoir quelques temps à la fin pour que vous ayez des questions. Et là, quand je dis que vous ayez des questions, c'est surtout les étudiants. Les questions des profs ne m'intéressent pas tellement. Les profs, les enseignants de l'école ici. Non, je crois que c'est vraiment pour vous, étudiants, que le programme existe, et donc que les questions viennent de vous. Alors pendant la réunion, préparez vos questions. Hein? Ah, ça, vous voudrez savoir. Bien, donc, parole à Carl et Nathalie Cox. Alors, merci beaucoup de nous recevoir pour cette deuxième semaine. J'espère peut-être qu'on aura l'occasion, si on passe l'épreuve, d'avoir une troisième semaine. Donc, blague à part, merci à Middlebury de nous accueillir. C'était un vrai plaisir d'être ici l'an passé pour discuter effectivement de la place du français aux États-Unis et des actions de coopération éducative de l'ambassade, des services culturels de l'ambassade. Et cette année, on a décidé d'élargir en quelque sorte le propos. On a une méthode entonnoir inverse, puisque le titre est beaucoup plus vaste en fait. Il ne concerne pas que l'éducatif. Et on souhaiterait, Nathalie et moi-même ce soir, discuter sur cette question, qu'est-ce que la diplomatie culturelle, à laquelle on n'a pas forcément en tête quand on pense au mot diplomatie, pour commencer. Et donc voilà, on vous propose, ce sera un panorama donc très bref. Je ne prendrai pas que des exemples, loin s'en faut, de la politique éducative, la coopération éducative. On va faire en deux temps avec Nathalie. Je vais commencer par une ouverture générale sur justement les actions des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. Et ensuite, Nathalie vous parlera d'un programme spécifique qui est un programme éducatif, mais qui en fait est éducatif et universitaire. Il est sur les deux, puisqu'il s'adresse à un public universitaire, qui est un programme que certains certainement connaissent ici, le programme TAPIF. Et vous verrez comment ce programme en fait s'inscrit
dans un ensemble d'actions qu'on peut appeler donc de diplomatie culturelle. Voilà. Donc je laisserai Nathalie tout à l'heure se présenter. On va commencer et on peut faire. Bon, on va sauter déjà la deuxième diapositive. Comme ça, voilà, parfait. Parfait, merci. Quand on songe peut-être au, je ne sais pas si vous pensez au mot diplomatie, je vous dis le mot diplomatie, certainement que vous avez tout de suite des choses qui vous viennent en tête. Je ne sais pas si vous voulez échanger peut-être. Hein, si je vous dis, je garde le micro. Si je vous dis diplomatie, à quoi vous pensez? Relations internationales. Aux relations internationales, oui. Gouvernement. Au gouvernement. Bon, ben on va partir de ces deux propositions, mais qui sont exactement ça. C'est les premières, effectivement, la première chose qui nous vient à l'esprit. La diplomatie, ça va être l'action d'un pays, par exemple donc la France, qui est représentée officiellement aux États-Unis par son ambassade. C'est la mission diplomatique, avec à la tête un ambassadeur. Et cet ambassadeur, officiellement, ça c'est très important, représente le président de la République de France et le gouvernement de la France. C'est donc la voix officielle de la France dans un pays étranger, en l'occurrence ici les États-Unis, mais ça peut être les États-Unis et la France sont les pays qui ont les représentations diplomatiques, les missions diplomatiques les plus importantes au monde. Je crois que vous êtes les États-Unis, c'est le premier pays, et ensuite vient la France. Et le rôle d'une ambassade, bien sûr, est de non seulement représenter les positions officielles du pays, de la France en l'occurrence, mais aussi de défendre avec son pays d'hôte, son pays d'accueil, ici avec les États-Unis, ses intérêts, ses positions dans un dialogue avec le pays d'accueil. Donc voilà très grossièrement poser le cadre de la relation diplomatique. Et donc concrètement, comment ça se décline? Concrètement, vous avez une ambassade à Washington, qui est un gros bâtiment, avec environ plus de 250 personnes qui y travaillent. À la tête, un ambassadeur, et ensuite, qui entoure l'ambassadeur. Vous avez, une ambassade est toujours constituée de, on va dire, quatre grands domaines. On les rencontre quelle que soit la taille de l'ambassade, si elle est dans un petit pays ou dans un grand pays. Vous avez d'abord le cœur de l'action diplomatique qui est ce qu'on appelle la chancellerie. Donc là, c'est l'ambassadeur. Alors l'ambassadeur supervise tout, mais est particulièrement au cœur de cette action dite de chancellerie. Il est entouré de conseillers diplomatiques, et c'est exactement ce à quoi vous pensiez, c'est les relations politiques entre les deux pays. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas nous on s'en souvient parce qu'on a beaucoup travaillé et c'était un moment passionnant, mais fin avril, au mois d'avril dernier, 24-26 avril, le président Trump a invité le président Macron pour une visite d'État. Et bien sûr, on est là au cœur de l'action diplomatique, hein, puisque donc différents moments. Alors il y a tout un protocole dans ces 3 jours de visite, et bien sûr des réunions bilatérales entre les deux pays sur des sujets divers et variés, mais sur des sujets avant tout de politique, de coopération bilatérale sur les relations internationales. Vous vous souvenez peut-être qu'à ce moment, l'Iran était au cœur de la discussion entre les deux présidents. Et donc ça, c'est en effet ce que l'on pense spontanément de la diplomatie. Et ce qui est intéressant dans l'action diplomatique, c'est que les positions ne sont pas toujours partagées. Il peut y avoir divergences, désaccords. Les États-Unis officiellement ne partagent pas toujours et réciproquement les positions officielles également de la France sur des sujets comme l'Iran par exemple. Il y avait un désaccord, des divergences en tout cas, des différences. Il y a aussi vous avez peut-être des thèmes, des sujets en tête de désaccord, hein, mais l'environnement par exemple, nous n'avons pas tout à fait les mêmes positions officielles non plus. Enfin, tout à fait, nous n'avons pas les mêmes positions officielles.
mais il n'en reste pas moins que la relation diplomatique entre France et les États-Unis est une relation d'abord de dialogue et d'écoute de chacun, puisque ce sont deux, évidemment c'est quelque chose que je n'ai pas rappelé, mais ce sont, les États-Unis et la France sont deux pays alliés. Et à ce titre, donc, les deux pays discutent tout le temps, régulièrement, ensemble. Alors ça, c'est la diplomatie politique à laquelle spontanément on pense. Mais il y a un autre champ de diplomatie sur lequel je ne veux pas du tout parler parce que je suis incapable, c'est la diplomatie économique. Donc là, évidemment, qui travaille sur les relations entre les deux pays, mais dans le champ économique. Et puis, il y a la diplomatie culturelle. Ce qu'on appelle en fait, ce qui est très souvent associé, j'ai employé de l'anglais, mais parce qu'on l'utilise aussi en France, donc au soft power. On est dans ce champ-là. Donc la diplomatie culturelle, elle est représentée à l'ambassade par un service qui s'appelle les services culturels. L'ambassade est divisée en services. Il y a le service économique, le service presse, le service scientifique, etc. Et dans toute ambassade, il y a au moins un représentant, quand même ce sont des toutes petites, un représentant donc dit des services culturels. Pourquoi ? Parce que pour la France, ce n'est pas le cas de toutes les ambassades de différents pays, mais pour la France, cette diplomatie culturelle est vraiment très très importante. À quoi elle sert, cette diplomatie culturelle ? Eh bien, elle est là pour promouvoir, à la fois, c'est une vitrine évidemment des actions culturelles de notre pays et de pays francophones, mais avant tout de notre pays, et de notre langue, de notre système éducatif, de notre système d'enseignement supérieur, et tout cela, in fine, bien sûr, pour faire partager aux citoyens du pays d'accueil, en l'occurrence aux citoyens américains, les positions de la France sur différents sujets. Et notre pays considère que l'action culturelle est un relais extrêmement important des positions que l'on souhaite diffuser et partager. Alors après, évidemment, il y a la question de la réception de ces positions, mais voilà donc le principe. Alors on va juste regarder, donc là vous avez en fait sur cette diapositive, vous avez les 3 sections du site des services culturels de l'ambassade. Alors elles sont en anglais, et c'est très important pour nous, on peut les trouver en français aussi, mais elles sont avant tout en anglais, parce qu'on ne s'adresse pas uniquement à des francophones. Ça c'est très important, on s'adresse à tout citoyen américain. Et donc vous avez, on l'a mis en haut parce que c'est nous, alors donc on s'est mis en haut de la pyramide, mais vous avez donc le site K-12 Education, French Culture et Higher Education. C'est les 3 domaines de la diplomatie culturelle. Je voudrais juste avec vous qu'on regarde celui-ci, French Culture. Donc alors on va faire une manip technique qui ne marchait pas tout à l'heure, mais ok. Ok, alors bon, bah là voilà. Pardon, j'avais mis le site de l'ambassade, bien sûr, où vous voyez une photo de cette. Je pense que c'est la visite d'État d'avril, et pour juste vous montrer à quel point effectivement c'est la diplomatie politique et la première chose à laquelle on pense. Et si on peut se mettre, Nathalie, donc sur French Culture, merci. Voilà, donc l'action culturelle, elle est éducative, elle est universitaire, mais ensuite elle touche tous les domaines que vous avez listés en dessous du titre principal, ce qu'on appelle le livre et le débat d'idées, l'audiovisuel. Alors, s'il y a un pays qui a eu une diplomatie culturelle totalement centrée sur l'audiovisuel avec un succès énorme, c'est bien le vôtre, c'est bien les États-Unis. La force de la télévision et auparavant du cinéma comme vecteur des positions du pays, des valeurs du pays, etc., eh bien, c'était au cœur de la diplomatie américaine de l'après-guerre. C'était vraiment le pilier. Et ça, regardez à quel point ça a marché. On est tous imprégnés d'éléments, de fiction, soit alors aujourd'hui par les séries, mais auparavant par le cinéma, etc. Ça forge l'esprit, hein, vraiment. Donc vous avez l'audiovisuel, vous avez ce qu'on appelle les arts visuels, hein, art and design, la musique, les arts de la scène, et puis ensuite qui se déclinent en bourse possible pour des artistes et en programme.
Je vais prendre... on va se mettre tout de suite sur le site d'Albertine. Merci Nathalie. Parce que sinon... Oui. Alors, il faut peut-être qu'on remonte un peu. Parfait. Donc, alors c'est à New York, mais une chose que j'ai pris cet exemple parce que c'est certainement le plus frappant, d'un exemple de diplomatie culturelle. Auparavant, je vais rappeler, mais désolé pour ceux qui étaient là l'an dernier, juste un élément, c'est qu'il n'y a pas que l'ambassade de France à Washington, l'ambassade aussi se décline en quelque sorte, les actions de l'ambassade se déclinent sur tout le territoire américain au travers des consulats généraux, qui sont, je vais simplifier et caricaturer, mais des micros, en quelque sorte, ambassades. Alors, le nom de consulat est intéressant parce que il nous ramène, j'ai dit qu'il y avait la diplomatie politique, la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, et il y a une quatrième fonction de toute ambassade qui est la fonction consulaire. Et la fonction consulaire, en fait, elle s'adresse avant tout aux citoyens français qui sont sur le territoire américain, qui peuvent, ils ont une naissance, un décès, etc. Donc ils peuvent enregistrer ces éléments auprès des autorités françaises. Et puis les services consulaires s'occupent aussi de la question des visas. Si vous souhaitez partir en France pour un séjour long, un séjour d'études ou un séjour comme TAPIF, comme assistant de langue, vous avez besoin d'un visa. De même que moi, par exemple, je ne peux pas, pour travailler aux États-Unis, y compris dans une ambassade, le département d'État nous donne un visa. Donc c'est aussi un service consulaire. Alors, pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Ah oui, pour vous expliquer qu'il y a l'ambassade à Washington, mais nous avons aussi donc un consulat général à Boston, et le consulat général de Boston a une compétence territoriale, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la région de la Nouvelle-Angleterre, pour le Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts et Rhode Island. Ensuite, il y a le consulat à New York, Washington. Il y en a un à Atlanta, un autre à Miami, la Nouvelle-Orléans, Houston, Chicago, San Francisco et Los Angeles. Et chaque ville, en quelque sorte, a une partie du territoire américain qu'on a découpé. Et toutes les actions que l'on construit sont à la fois construites d'un point de vue fédéral, à Washington et à New York. Les services culturels de l'ambassade ne sont pas entièrement à Washington, ils sont sur 2 sites. L'ambassade accueille les services culturels universitaires et éducatifs, et à New York, vous avez tout le reste. Pourquoi? C'est Claudel qui, au moment où il était aux États-Unis, a voulu créer un service culturel, mais a estimé que New York était peut-être une ville plus culturelle, entre guillemets, que Washington. Et donc c'est resté depuis, et donc il y a un très beau bâtiment sur la 5e avenue qui accueille, devant le Met, qui accueille nos services, et dans lequel vous avez une librairie française, avec que des ouvrages, enfin il y a des ouvrages français et francophones traduits en anglais, mais c'est principalement des ouvrages en français, qui s'appelle Albertine, qui a été ouverte il y a quelques années. Et bon, ça c'est un lieu pour acheter des livres. Mais justement, les services culturels, c'est pas juste proposer des livres aux Américains, des livres français, c'est aussi construire donc un dialogue. Et voilà pourquoi chaque année, fin octobre, début novembre, il y a ce qu'on appelle le Festival Albertine. Et chaque année, ce festival tourne autour d'un sujet, d'un thème. Et c'est très important. Alors, vous avez l'exemple de 2017, donc sur le féminisme. Et regardez juste ici, vous voyez, ça c'est très important. C'est fondamental pour la diplomatie culturelle. C'est pas la France qui arrive avec ses idées, qui vous dit bon bah alors voilà comment il faut penser le féminisme, c'est comme ça, et puis bah ce serait bien si vous étiez d'accord avec nous. Parce que si c'est ça, c'est pas très intéressant, et puis ça va peut-être pas marcher beaucoup. Mais en revanche, l'idée c'est de faire dialoguer les positions. Et donc le festival était piloté, pensé
par une invitée. À chaque fois, chaque festival, donc il y a une thématique différente, et chaque année, il y a un Américain ou une Américaine connue qui fait sa liste de courses, c'est-à-dire qui crée autour d'un thème des sous-thèmes de discussion, et puis ensuite, avec nos services, il y a une discussion. Alors, du côté américain, on invite qui? Et ça, par exemple, Gloria Steinem, elle a évidemment plein de propositions à faire, elle avait plein de propositions. Et du côté français, qui on pourrait inviter pour discuter avec les invités proposés par Gloria Steinem? Plus, évidemment, une concertation sur les invités français par la curatrice américaine. Donc ce festival, si ensuite on descend, vous voyez, va décliner cette question, cette proposition, plutôt, parce que c'était pas une question, Feminism has no boundaries, et si on peut descendre juste, Nathalie, est-ce que tu peux descendre? Voilà, on va... Alors, je vous invite, si vous, parce que c'est quand même souvent des discussions, enfin, je ne veux pas faire de la promotion, mais c'est quand même des discussions de bonne tenue, enfin de haute tenue même, et qui font réfléchir. C'est plutôt intéressant. Et vous avez toujours la possibilité de, si vous allez sur le site d'Albertine ou sur notre site, de retrouver la captation, de même qu'aujourd'hui on est filmé, de retrouver la vidéo de l'heure ou l'heure et demie d'échange. Juste pour vous donner un exemple de sujet, voilà, si tu peux t'arrêter là, Nathalie. Non, remonte à tout de suite, stop, voilà. Le samedi 4 novembre, il y avait un sujet très intéressant, politique de la langue, sur la question du genre. Et question particulièrement délicate, vous savez qu'en France, récemment, il y a eu des discussions houleuses, de toute façon dès qu'on touche la langue c'est toujours sensible, mais des discussions, en tout cas oui, des débats autour de ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Alors est-ce qu'on met systématiquement et eux, avec le e entre parenthèses, pour inclure la possibilité du féminin. Autre sujet, donc là vous voyez les intervenants qui ont discuté sur ces questions du genre, et qui évidemment amène finalement à distinguer le genre linguistique du genre sexué. Le genre linguistique n'a rien à voir avec le genre sexué, mais il y a eu des débats, alors voilà, sur la féminisation des noms de profession, et il n'y a pas de problème, hein, la langue française est très souple, elle peut féminiser facilement tous les noms, et dans la diplomatie, c'est intéressant de ce point de vue, je fais juste une toute petite digression. Pendant longtemps, il n'y avait que ambassadeur. Bon, acteur, actrice, ça pose pas de problème. Ambassadeur, ambassadrice, ambassadrice ne désignait pas la fonction de l'ambassadeur portée par une femme, la chef de mission diplomatique. Ça désignait soit la femme d'eux, etc. Bon. Et là, c'est intéressant de voir que ambassadrice, aujourd'hui, dans le lexique, est complètement intégrée comme une femme qui est chef de mission diplomatique. Voilà. Bon, je passe juste, mais c'est pour vous montrer, pour vous donner une idée de ces questions et d'un exemple de diplomatie culturelle qui, là aussi, fait que sur le territoire américain, on présente des positions, alors qu'ils ne seront pas partagés par l'ensemble des citoyens, hein, mais on veut absolument qu'il y ait une sorte de chambre d'écho par les petites actions que nous avons, des positions de la France et d'intellectuels français. Alors, ensuite, il n'y a pas de culte. Ça m'amène à une question un peu délicate. Je vous ai dit au tout début que une ambassade était la représentation officielle, des positions officielles. Quand on est dans le domaine de la culture, ça pose quand même une sérieuse question, parce que ça voudrait dire, est-ce qu'il y a une culture officielle ? Culture officielle, vous voyez, le mot et l'expression est évidemment très, très polémique, et c'est pas du tout notre propos. Il n'y a pas de culture officielle à défendre. On peut très bien faire venir des intellectuels, des artistes, qui ne vont pas qui auront une voix discordante
d'avec les positions officielles. Mais ça, c'est précisément l'intérêt de la diplomatie culturelle et de la politique de coopération culturelle. Donc tout cela se décline évidemment donc, dans le domaine du livre, bien sûr, c'est très important. C'est à la fois diffuser les ouvrages en français, mais aussi diffuser la pensée française à travers le débat d'idées, mais aussi la traduction. Et donc il y a tout un travail dans ce qu'on appelle le bureau du livre, les services culturels, sur la question de la traduction et des soutiens financiers via un appel à projet à des éditeurs américains qui ont un projet de publication et de traduction, soit d'un auteur, d'une pièce de théâtre, d'un roman, d'un essai, d'un livre pour enfants, etc. etc. Donc tous, voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur l'ensemble des questions, mais des sujets, parce qu'on pourrait passer onglet par onglet, mais ce sera beaucoup trop long. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là j'ai pris un exemple qui est un peu emblématique d'une action d'échange dans le cadre de la diplomatie culturelle qui est ce festival Albertine. Il y a 2 ans, c'était Ta-Nehisi Coates. Enfin bon, vraiment, c'est des noms importants et sur des sujets importants. Mais dans notre secteur pour l'éducatif, donc il s'agit de faire, alors pas dialoguer, parce que le système éducatif français ne va pas dialoguer avec le système éducatif américain, c'est pas tellement pertinent, surtout qu'il n'y a pas un système éducatif américain, mais il s'agit pour nous, là, de diffuser, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, de promouvoir au maximum l'enseignement du français dans les écoles alors si possible élémentaire, mais bon, malheureusement aux États-Unis ça commence pas trop au niveau élémentaire, mais dans les middle schools, dans les collèges, pardon, dans les lycées et dans l'enseignement supérieur. Donc on a différents programmes sur cette question. Nathalie va juste vous présenter, parce que je pense que c'est bientôt l'heure, je vais lui passer la parole et après on pourra discuter, mais je vais laisser Nathalie vous présenter un programme. Et ce programme, certains le connaissent déjà, mais l'idée c'est de replacer parce qu'un programme culturel comme ça, ou un programme éducatif, vous dites, bon, alors ils ont montré un film, ils ont montré, il y a eu une conférencière invitée, et puis quoi. Et vous voyez que ce que j'essaie de vous dire peut-être trop rapidement, c'est que toutes ces actions, elles s'inscrivent dans un ensemble, dans une programmation qui n'est pas du tout, c'est pas juste des coup par coup, c'est vraiment, il y a une thématique d'ensemble, une ligne, on réfléchit pourquoi telle action, pourquoi pas telle autre, parce que des propositions d'artistes, on en reçoit, mais énormément. Des propositions d'auteurs, des propositions, ça, c'est pas le problème, il y en a trop. Et donc il faut juste qu'on articule toutes ces propositions avec, eh bien, justement, une politique vis-à-vis du pays d'accueil. Ici, vous voyez, donc on a fait quelque chose sur le féminisme l'an dernier. Cette année, le festival Albertine, j'ai un trou sur la curatrice. Ça fait quand même 1 heure que j'essaie de me souvenir, je ne me souviens plus, mais c'est pas grave, c'est une femme. Je crois que tu t'en souviens plus au plus, non, Nathalie. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, la thématique, ce sera la démocratie en danger. Donc avec voilà, donc je vous invite à regarder ce qui se passera. Alors l'intérêt, vous voyez, c'est que c'est pas que pour le public de New York. Vous allez me dire, ah bah oui, voilà, c'est pour New York, tout se passe à New York, New York. Non, parce qu'en fait tout est en live stream et vous pouvez vous connecter de tout le pays pour regarder et participer aux échanges. Vous avez même la possibilité de chatter pour qu'on puisse permettre à qui le souhaite de participer à cet événement, même s'il n'est pas dans la ville même de New York. Et puis ensuite, cet événement se décline. On a ce qu'on appelle la nuit des idées. Bon, il y a un peu une mode de la nuit 2, mais à laquelle on sacrifie. Mais par exemple, à Washington, au musée Hirshhorn, il y aura une nuit des idées en janvier où on invite à la fois des intellectuels américains et des intellectuels français à débattre. Alors, je vais cette fois-ci donner la parole à Nathalie, qui va vous présenter ce programme de coopération. On va le remettre à l'intérieur, justement, parce que le programme peut paraître marginal, et en fait, il n'est pas du tout à l'intérieur de la coopération éducative et de la diplomatie culturelle. Merci beaucoup, Karl, et merci beaucoup, Monsieur François
nous avoir invités. Je suis vraiment heureuse d'être là. C'est ma deuxième fois ici sur le campus et la première fois je suis venue pour voir un ami qui faisait partie de l'école espagnole. Je ne parlais pas du tout espagnol à l'époque, donc cette fois-ci je me sens un peu plus à l'aise, même si c'est toujours ma deuxième langue. Et je souhaiterais savoir, avant de vraiment commencer, qui parmi vous avait fait le programme TAPIF ou si vous étiez des anciennes assistantes de langue, juste pour avoir une idée. Oui. Et est-ce qu'il y a des candidats qui avaient postulé cette année qui vont partir? Très, très bien, d'accord. Oui, justement, donc je suis chargée depuis 3 ans et demi de ce programme assistante de langue à l'ambassade. Et c'est au sein du département d'éducation, au département de la coopération éducative à l'ambassade. Et c'est vraiment un programme important pour créer un réseau des Américains qui sont francophones et francophiles qui peuvent ensuite, dans leur carrière, partager une perspective un peu plus globale, un peu internationale, et qui peuvent maintenir ce lien avec la France pendant leur carrière, leur parcours professionnel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques parcours professionnels des alumni TAPIF, ce qu'on appelle les alumni, donc les anciennes assistantes de langue, et comment eux, ils avaient trouvé une façon de naviguer dans leur carrière et de traduire leur passion pour les langues en général et la langue française en particulier, de traduire cette passion à leur carrière. Donc, pour vous présenter la perspective large du programme, les Américains, c'est un contingent des assistantes de langue. Donc le programme d'assistante de langue est géré par le CIEP, qui est une agence du ministère de l'Éducation nationale et ministère des Affaires étrangères en France. Le programme, chaque année, accueille 4500 assistantes de langue chaque année en France qui travaillent au niveau primaire et secondaire dans le système éducatif public français. À peu près 4500. Et ces assistantes de langue viennent de 60 pays différents et ils enseignent 15 langues. Et c'est vraiment un réseau très important pour la France. Et vous pouvez voir comment ça pourrait être, comment ça a un vrai impact sur la diplomatie culturelle. Et cette idée que les citoyennes, pas en tant que diplomates ou pas en tant que professionnels de la politique publique ou des relations internationales, comment la population plus grande peuvent transmettre, peuvent partager, peuvent échanger leur culture. Oui, donc le TAPIF, ou ce qu'on appelle le TAPIF, c'est le contingent américain. Chaque année, on recrute et on sélectionne à peu près 1100 ou 1200 assistantes de langue pour travailler en France et aussi à La Réunion, à la Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Et ce que je fais dans mon rôle à l'ambassade actuellement, donc il y a le programme TAPIF, mais bien sûr, et ce programme en fait, ça a 2 objectifs parallèles dans une sorte. Il y a un objectif pour la France, c'est que on invite des jeunes diplômés, normalement ils ont entre 20 et 35 ans, on invite des jeunes diplômés de 60 pays chaque année pour créer une sorte de pont culturel pour nos élèves, pour nos étudiants, pour les jeunes Français qui vont
ensuite peut-être pouvoir parler 2 ou 3 langues, avoir des carrières internationales. Donc vous pouvez voir, bien sûr, il y a l'intérêt pour la France d'inviter ces jeunes. Et il y a aussi l'intérêt pour les Américains qui partent en France enseigner l'anglais. Et ce n'est pas que ils peuvent transmettre leur langue, c'est une partie bien sûr, mais les Américains reviennent aux États-Unis ou dans différents pays, et ensuite on a une vision un peu plus large du monde. On a un niveau de langue qui a amélioré peut-être pendant l'année, et on a ce lien avec la France, et nous aussi on fait partie de cette diplomatie culturelle. Non seulement pour les États-Unis et pour la langue anglaise ou n'importe quelle langue que vous enseignez, mais aussi nous-mêmes, on revient avec un sens du monde qui est un peu différent. Et je pense que si vous êtes dans cette salle, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Mais ce qu'on essaie de faire aussi, et Karl il a évoqué notre soutien à l'ambassade pour les écoles aux États-Unis, pour l'enseignement de français, pour l'apprentissage de français aux États-Unis. Nous, on essaie de soutenir davantage les programmes d'immersion et les programmes bilingues français aux États-Unis pour justement essayer de soutenir les futurs francophones dès le début. Donc, nous sommes en train de développer notre programme réciproque, mais c'est un peu différent, vous allez voir, pour les assistantes de langue française qui viennent aux États-Unis et qui sont placées dans une trentaine d'écoles. Et cette année, on va accueillir 46 assistants de langue française dans les écoles publiques avec des filières bilingues. Ça aussi, bien sûr, c'est une façon de créer les ponts, c'est une façon de créer un niveau de contact et un niveau de contexte culturel pour les Américains, pour, dès le début, dès qu'ils sont tout petits, pour qu'ils puissent avoir un lien avec des cultures différentes et des langues différentes. Donc je pensais pour ce groupe que ça pourrait être, que si je ne me trompe pas, je crois que je n'ai pas besoin de présenter le programme TAPIF avec tous les détails, parce que je pense que vous êtes déjà intéressés, vous savez déjà, vous connaissez déjà peut-être le programme. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'était de présenter quelques aperçus des carrières choisies par les alumni TAPIF ou les anciens assistants de langue qui sont peut-être pas dans le domaine éducatif, mais qui sont liés aux d'autres domaines. Donc, souvent, on pense que si on a un billet en français ou quelque chose comme ça, que l'éducation, c'est la prochaine étape évidente. Mais il y a beaucoup d'autres choix et la langue française devient de plus en plus importante dans le monde. Je pense qu'avant 2050, il y aura 700 millions, si je ne me trompe pas, 700 millions locuteurs de français, alors que maintenant il y a 250 millions. Donc le monde francophone, c'est vraiment en train d'élargir avec les tendances démographiques, et je pense que c'est très important dans plusieurs domaines pour qu'on apprenne la langue. Oui. Vous savez pourquoi ? Pourquoi on va passer probablement... Ce sont des projections de l'Organisation internationale de la francophonie, donc, qui estime qu'en 2050, effectivement, la population de locuteurs francophones va tripler quasiment. Et Nathalie a parlé de raisons démographiques. Est-ce que... Oui, c'est l'Afrique en effet, c'est le continent africain qui est en partie francophone, qui explique cette explosion du nombre de locuteurs.
Et certains pays, justement, qui ont une politique, une diplomatie très active, apprennent le français en très très grande quantité. Si vous voulez, il y a une explosion de l'apprentissage du français en Chine, par exemple. Et pour la Chine, il est très clair que ce n'est pas juste un intérêt pour notre pays, la France, mais c'est surtout pour pouvoir ensuite développer une diplomatie économique d'abord avec l'Afrique. Il y a l'achat de terres minières, il y a l'achat de terres agricoles, etc. Et une diplomatie politique ensuite, et éventuellement une diplomatie culturelle, mais ce n'est pas la priorité de la Chine. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, je ne sais pas qu'on est... Oui, parce que tu as parlé du triplement de la population francophone. Oui, merci. Donc, je pense que moi, je pense que c'est très important pour les Américains d'apprendre d'autres langues et d'autres cultures, mais le français, ça devient de plus en plus important et de plus en plus pertinente si vous voulez travailler dans le domaine international. Donc, nous avons aux États-Unis un réseau d'alumni TAPIF, des anciens assistants de langue américains, très importante. Et il y a à peu près 25 000 alumni TAPIF aux États-Unis. Et il y a 4 ans, il y a 3 ans, ce réseau était... on n'avait pas vraiment les moyens de suivre les alumni, de voir ce qu'ils faisaient après avoir passé une année en France, mais on pensait que c'était très important de les suivre et de vraiment commencer à mieux comprendre ce que nous, on pouvait faire pour eux et ce qu'eux, ils font déjà, justement pour valoriser leur expérience en France et pour leur aider, s'ils voulaient, maintenir ce lien avec le pays. Donc nous avons fait une enquête il y a 2 ans de ces 25 000, c'était 20 000 il y a 2 ans, et nous avons eu 5 000 réponses et on a quelques idées sur les tendances et sur les carrières choisies par les alumni. Et je vous donne quelques chiffres. 60% disent que la langue française est importante ou essentielle dans leur carrière. C'était un peu surprenant au début de voir ça. Je pensais, waouh, c'est vraiment excellent. Mais quand je pense que de plus en plus la langue française prend un rôle important dans les relations internationales, dans la diplomatie, dans le développement international, c'est tout à fait correct. Et 43% travaillent dans le domaine d'éducation. Et pour eux, pour ceux qui travaillent dans le domaine d'éducation, l'ambassade et notre équipe, nous avons quelques actions qui favorisent et qui soutiennent les alumni TAPIF qui souhaitent enseigner le français. Après, peut-être certaines parmi vous souhaiteraient, après vos masters, enseigner. Qui veut enseigner le français, qui pense rester avec une carrière dans l'enseignement? Oui, levez la main. Ok. C'est pas la majorité. D'accord. Oui. C'est pas la majorité, et c'est pas surprenant. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là longtemps, je vais le dire très vite, il y a une crise de l'enseignement aux États-Unis, comme en France. Le métier n'attire pas, souvent pour des questions d'image dégradée, de salaire insuffisant, et donc on s'endette quand on est américain pour faire ses études, et ensuite, si on passe toute sa vie à rembourser ses prêts avec un métier qui finalement n'est peut-être pas assez valorisé, ça peut être démotivant. Et puis, être enseignant dans le domaine des humanités, comme on dit ici, être enseignant d'une langue, c'est encore moins valorisé par rapport à d'autres disciplines qui sont considérées comme elles vitales et essentielles, car soi-disant seules porteuses d'un avenir professionnel. Alors évidemment, je parle des STEM là, mais il n'y a pas que les STEM sur la Terre, et heureusement, parce que sinon, ce serait assez... Pardon, je suis en train de faire un jugement qui n'est pas pertinent. Les mathématiques, ça peut être très bien aussi. Mais
Justement, vous voyez, il n'y a pas... Tout le monde ici ne veut pas devenir enseignant de français, et c'est très bien, enfin, tout choix se respecte. Mais nous, dans la coopération éducative, il est essentiel qu'on apporte quelques petites réponses, il faut rester modeste sur la portée de ces actions, mais qu'on apporte des réponses ou des solutions possibles pour motiver, pour essayer de faire venir davantage de personnes vers le métier d'enseignant de français. Parce que s'il n'y a plus d'enseignants de français, ou si ça va comme ça au fur et à mesure des années, ben, il n'y aura plus de français aux États-Unis tout court, il n'y aura plus de locuteurs français. Il faut bien que les jeunes Américains aient des professeurs francophones devant eux qui puissent leur enseigner cette francophonie et la langue française pour ensuite avoir des Américains francophones. Donc on a des actions, en effet, comme le dit Nathalie, pour soutenir en quelque sorte la carrière d'enseignant. Et l'une d'entre elles, eh bien, c'est celle-ci. Tu veux la présenter ? Oui, donc l'une de ces actions, c'est le FIT Fellowship, Future Immersion Teachers. Et nous avons constaté, parce qu'on travaille avec un lien très fort avec les écoles d'immersion, les écoles publiques avec des filières bilingues. Et nous avons constaté que leur défi numéro 1, c'était de trouver les professeurs. Ils ne savaient pas exactement où chercher ou comment trouver les professeurs, soit américains francophones, soit francophones qui viennent d'un pays francophone. C'était vraiment très difficile pour eux de trouver peut-être les professeurs qui enseignent FLE dans un contexte traditionnel, c'était plus facile, mais de trouver un prof qui pouvait enseigner le contenu dans une autre langue, en français, c'était plus difficile. Et donc nous voulons soutenir particulièrement les futurs profs d'immersion. Et nous avons créé les partenariats. L'immersion, on est d'accord, hein, c'est pas seulement apprendre le français comme une langue étrangère, mais c'est recevoir une éducation pour les mathématiques, pour les sciences sociales, comme on dit, etc., en français. Juste pour qu'on soit d'accord. Oui, exactement. Et il y a à peu près 160 écoles publiques avec des filières bilingues. Et Karl, en particulier, il est en contact presque toutes les semaines avec les écoles, avec les directeurs, avec les professeurs, vraiment pour trouver les moyens de les soutenir. Et ces écoles nous ont dit qu'ils cherchaient vraiment les professeurs. Donc nous, on voulait créer les partenariats avec les universités américaines pour trouver les étudiants qui souhaitaient faire une formation pour être formés à la didactique de l'enseignement bilingue. Nous avons 8 universités qui sont nos partenaires en ce moment. Et nous, à travers une fondation américaine qui s'appelle FACE, the French American Cultural Exchange, nous avons créé un programme de bourse pour soutenir ces futurs professeurs. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est juste pour vous dire, donc, on travaille là non pas avec des universités comme Middlebury, on travaille avec des universités qui vont certifier les professeurs et avec des Graduate School of Education notamment, qui ont la spécialité, et il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, qui ont la spécialité Dual Language ou immersion. Et donc, le premier défi, ça a été de trouver ces universités, de leur parler, ben voilà, nous on est prêts, si vous avez des étudiants qui veulent s'inscrire dans vos programmes et qui sont francophones, on est prêt à financer une partie de leurs études. Comment on a fait? On a fait un partenariat avec FACE, en effet, on a créé un fonds, et la première étape, ça a été de faire de la levée de fonds. C'est pas de l'argent public, c'est des entreprises françaises et américaines qui ont donné beaucoup d'argent pour qu'on puisse avoir un programme de bourse pour les étudiants qui veulent s'engager dans l'enseignement bilingue francophone. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez 2 niveaux de bourse, un pour les masters, pour un Master of Teaching, et l'autre juste pour des enseignants qui enseignent déjà parmi vous, qui est déjà professeur,
qui est déjà enseignant de langue. Donc pareil, imaginez peut-être que vous enseignez le français comme langue étrangère, vous dites tiens, pourquoi pas changer un peu de carrière, je voudrais aller dans une école bilingue, un dual language, il y en a un dans la région où je vis, eh bien vous pouvez avoir besoin d'un endorsement, d'une certification complémentaire. Et là, c'est notre rôle, justement, pour vous inciter à le faire, de vous donner une bourse qui permettra de financer cette formation. Donc c'est une de nos actions qui soutient pas seulement les alumni TAPIF, mais les Américains et les étudiants qui souhaitent devenir enseignantes. Mais si vous ne souhaitez pas rester dans le domaine d'éducation, dans le domaine de l'enseignement, il y a beaucoup de pistes différentes, beaucoup de chemins différents dans lesquels vous pouvez aussi valoriser vos expériences en français ou vos expériences peut-être dans un pays francophone et votre niveau de langue. Je vais peut-être pas montrer les vidéos, on a quelques vidéos sur les alumni TAPIF, mais ce que j'ai fait, je suis vraiment désolée, c'est en anglais parce que c'était les témoignages de notre enquête alumni, mais j'ai choisi... Une chose pour l'anglais, oui. On a reçu il y a début mai, nous avons invité une spécialiste de neurolinguistique qui s'appelle Hélène Bialystok, qui est au Canada, justement, et qui nous... ça va vous... c'est une excuse par rapport à l'anglais, qui explique que là, quand on a un cerveau, quand on a plusieurs langues, donc c'est le cortex préfrontal, les deux langues fonctionnent de toute façon. Même si vous ne parlez que dans une langue, l'autre langue fonctionne aussi. Donc pas de problème, votre cerveau francophone fonctionne toujours. Donc, j'ai choisi certains témoignages de notre enquête alumni que j'ai trouvé particulièrement intéressantes. Et celle-là, c'est une fille qui a choisi, après avoir fait TAPIF, d'aller à l'école de médecine et pour ensuite travailler pour Médecins sans frontières dans les pays francophones. Et je ne vais pas lire tous les témoignages, mais je vais juste les passer. Oui, on va juste passer. Comme ça, vous pouvez lire tranquillement. Et il y aura peut-être des surprises et peut-être pas. Parce que j'imagine que vous avez déjà fait beaucoup de recherches sur les carrières qui pourraient valoriser la langue française. Mais... Oui, j'allais passer au fur et à mesure, mais je voudrais vous dire aussi qu'il y a toujours un possible que vous ne connaissez pas encore, qui peut-être un jour fera que le français sera utile dans votre vie professionnelle, ou personnelle peut-être, mais dans votre vie professionnelle. Et vous ne le savez pas encore, c'est-à-dire que pour le moment vous êtes engagé sur telle ou telle voie professionnelle, tout le monde, on n'est pas enseignant ici, et qui sait si une occasion se présentera, et justement ce sera ce jour-là où l'occasion se présente, et c'est le français qui fera la différence. Alors une autre langue pourrait faire la différence, hein, il faut être honnête, mais là c'est le français qui sera demandé, et tout de même le français, vu sa portée internationale, le fait de l'avoir choisi multiplie quand même les opportunités par rapport à d'autres langues. Et je pense à l'espagnol qui est souvent cité comme langue concurrente du français aux États-Unis et qu'on ne considère pas du tout comme un concurrent parce qu'elle est dans un contexte complètement différent que le français et qu'elle n'est pas non plus véritablement analysée par nos services comme une langue étrangère aux États-Unis. Oui, je vais continuer. Et je vais vous laisser lire, mais je vais juste rapidement raconter une histoire. Il y a 5 ans, j'étais en Inde, je travaillais à Bangalore et je travaillais dans une boîte de design, mais qui a aussi monté une sorte de je vais utiliser tous ces mots en anglais, mais une sorte de incubator pour les startups, les nouvelles entreprises. Les pousses. Start-up. Chez nous, on dit les pousses. Et donc, moi j'étais basée à Bangalore. Et dans cette compagnie de design, dans cette compagnie qui avait l'incubator pour les startups,
on a commencé une discussion un jour en disant que ça serait bien si quelqu'un pouvait descendre à Pondichéry pour voir un autre incubateur, mais qui était géré par un organisme français, une organisation française, qui gérait une série de incubators. Je ne sais vraiment pas comment dire ça. Incubateur. Incubateur. et donc, cet incubateur dans une petite ville à côté de Pondicherry, apparemment il y avait 6 ou 7 stagiaires français qui étaient là et aussi quelques entrepreneurs français aussi. Donc moi j'étais très prenante à cette opportunité et donc je me suis portée volontaire pour descendre voir cet incubateur en disant que je parle français et je pouvais peut-être aider davantage ou voir analyser un peu le terrain davantage parce que j'avais cette langue. Et c'était justement une opportunité comme ça en Inde, complètement inattendue. Je faisais quelque chose, j'étais en train de créer le curriculum pour un atelier d'éducation. Et cette opportunité est arrivée et c'était le français qui faisait la différence. Je crois on a beaucoup d'autres témoignages, mais sur la liste en tous les cas, on a eu 5000 réponses sur 20 000 à l'époque, c'est un quart. En fait, vous dites, il y a 75% qui n'ont pas répondu, sauf que un quart, c'est énorme. En taux de réponse lorsqu'on fait un sondage. Généralement, quand on a 3-4%, c'est déjà satisfaisant. Donc là, un quart qu'on a reçu en plus en un temps très rapide, ce qui montre quand même le lien très fort qui se crée. Il faut aussi, je vais le dire, il peut y avoir de mauvaises expériences quand on est assistant de langue en France, ça peut arriver. On a un bon taux de satisfaction, mais il peut très bien arriver que l'expérience soit mal vécue. Et ça, c'est les parcours individuels et personnels. Même si on essaie de faire que ça se passe au mieux, il y a des obstacles administratifs à passer qui sont importants. Donc je vois certains disent oui. Mais je vous rassure, du côté, quand on va de la France vers les États-Unis aussi, on a des obstacles administratifs aussi, tout aussi importants à franchir. Et c'est normal, de toute façon c'est inévitable, ces procédures administratives. Après il y a l'adaptation, il y a l'expérience, le lieu où on est nommé, etc., qui font que ça peut faire varier l'expérience. Mais j'ai la chance, comme j'ai une casquette fédérale, j'ai la chance de voyager beaucoup pour aller à la rencontre des districts, rencontrer les World Language Specialists, les coordinateurs des programmes de langue, les directeurs, les chefs d'établissement, directeurs d'école, les superintendents parfois. Et tout cela fait que régulièrement, mais vraiment dans des endroits inattendus parfois, sur une petite île près de Seattle, je rencontre une ancienne assistante TAPIF qui m'entend parler français. Je ne sais pas, vous parlez français et tout. J'ai été assistante de langue. Alors je lui dis TAPIF, oui. Enfin bon, c'est quand même assez surprenant de voir. Bon, 25 000, c'est pas non plus énorme, mais régulièrement, on rencontre des assistants TAPIF qui sont le plus souvent heureux de cette année. Ça peut être 2 ans même, puisqu'on peut renouveler l'expérience. Et pour eux, on a Nathalie, qui est très modeste, mais a monté un programme aussi pour les alumni, qui est en lien justement avec cette diversité professionnelle. Tout le monde ne veut pas devenir prof, donc vous avez vu qu'on a un programme de bourse qui cible l'enseignement, mais on a fait aussi des partenariats avec d'autres campus universitaires, dont Middlebury et les 2 campus, pour... En fait, le constat était le suivant, les campus universitaires nous ont écrit, ont contacté Nathalie en disant mais il y a quand même de très bons profils parmi nos étudiants qui ont fait ce programme d'assistant TAPIF. Et on aimerait bien du coup les récupérer chez nous, quand ils ont terminé leur bachelor, on aimerait bien qu'ils viennent faire un master chez nous. Ce à quoi on a répondu, c'est super, sauf qu'on n'a pas le droit de faire de publicité pour votre programme. Pourquoi on ferait la publicité d'un programme de Middlebury en disant que Middlebury c'est super par rapport à une autre université américaine? Nous avons une position de neutralité obligatoire. On n'est pas là pour faire un classement
des universités, c'est pas du tout notre rôle. Et donc on a expliqué à Middlebury notamment qu'on ne pouvait pas juste dire faites votre programme à Middlebury ensuite. Mais ce qu'on pouvait faire, c'est essayer de construire un partenariat. Et donc c'est ce qu'on a fait avec quelques universités, ce qu'on est toujours en train de construire, des universités privées, des universités publiques, c'est très important que ce soit varié, distribue, tout le monde peut avoir un tout le monde. Les universités ont moi je vais parler en français, des paquets financiers, enfin, c'est pas très élégant, mais des allocations financières par étudiant. Et on a demandé en fait à ces universités qui ont envie de récupérer des tapis, eh bien de cibler leurs bourses, leurs aides financières, en particulier pour les tapis, et d'en donner même un peu plus pour quelqu'un qui aurait fait l'expérience tapis. Et là, tout le monde y gagne. L'université n'a pas plus d'argent à mettre, mais elle réalloue en quelque sorte certains de ses montants, certaines de ses bourses pour les tapis. C'est un programme spécial tapis. Et nous, là, il n'y a pas de problème, on diffuse l'information tout au long de l'année. On dit, voilà, telle université a tant de bourses pour vous, qui est en France, vous réfléchissez à faire un master, vous réfléchissez à faire un doctorat, parce qu'il y a des bourses aussi de niveau doctorat, et ça permet pour nous que l'étudiant, enfin le futur étudiant qui fait son expérience de césure en France, réintègre un circuit d'études en français. Donc on le fait avec Middlebury sur les deux campus, côte Est et côte Ouest. On l'a aussi, je citais d'autres universités, mais il y a l'université de Wisconsin-Madison pour le français professionnel, justement, un Professional French. Il y a l'université du Mississippi, UVA, il y a NYU, qu'est-ce que j'oublie? Je suis en train d'en oublier. L'université de Minnesota. L'université de Minnesota, et j'en oublie d'autres, enfin bon, bref. Voilà, et on continue à chercher ce type de partenariat justement pour valoriser cette expérience et qu'elle se poursuive en fait, et qu'elle permette encore de renforcer la francophonie sur le territoire américain. Donc je voudrais juste conclure parce qu'après vous aurez peut-être des questions, mais vous voyez dans j'allais dire c'est un petit programme c'est 1200 Américains chaque année, donc c'est à la fois un gros programme, parce qu'il faut gérer, et Nathalie ne le prend pas, c'est Nathalie qui gère toute seule ce programme. Elle étudie 2000 dossiers chaque année, elle accompagne les assistants, elle accompagne les assistants dans leur démarche, pas en France, mais on procède aux affectations, etc. Enfin, c'est quand même un programme très important. Mais c'est aussi un petit programme de coopération culturelle, parce que si je commence à faire la liste de tous les programmes, mais c'est pas en dizaines qu'on mesure les actions, c'est plus par centaines. On en a énormément. Et tout cela s'inscrit justement dans un cadre dans un cadre politique qui a pour but, in fine, de faire avancer, de marquer nos positions et de les partager, et si possible de convaincre que les positions de notre pays sont peut-être aussi pertinentes, voire plus parfois que ce qui peut être véhiculé par le pays d'accueil sur l'environnement, etc. Bien. Je prends l'environnement parce que ça a été vous vous souvenez que notre président avait tout de suite réagi à la sortie des États-Unis des accords de Paris, et avec le Make Our Planet Again, oui c'est ça, Make Our Planet Great Again, et très concrètement, c'était pas juste un coup de communication, puisqu'il y a vraiment désormais un programme de bourse aussi donc ça c'est de l'enseignement supérieur, pour faire venir des chercheurs de tout pays, pas seulement des États-Unis, c'était pas une réponse juste à la décision américaine de quitter les accords de Paris, mais c'était aussi pour donc favoriser la recherche sur ces questions climatiques et plus largement environnementales, la recherche en France, et donc permettre à des chercheurs de tout pays de venir faire une partie de leur travail dans notre pays, avec des soutiens financiers. Voilà, je pense qu'on va vous laisser peut-être poser des questions. On a 20 minutes.
que vous avez vu des témoignages ici qui vous a surpris ou qui vous a surprise Moi j'ai une question et voilà, je dis d'abord que c'est peut-être à côté de la plaque, mais je vais le poser quand même. Je constate deux choses chez moi. J'habite en pleine Amérique, tout au milieu de, voilà, pas voilà, près d'une grande ville comme ça, mais je constate deux problèmes principaux chez moi. C'est que on n'a pas assez de profs de français, mais conjugué à ce problème, c'est le constat qu'il y a de moins en moins d'élèves qui s'intéressent à faire du français. Et c'est principalement parce que dans nos cours, il y a très peu de possibilités au milieu des États-Unis de prendre contact avec un vrai francophone. Alors depuis longtemps, je m'intéresse à essayer de faire un programme de correspondance entre élèves américains et élèves français, mais finalement c'est très difficile sur le plan voilà, pratique de prendre contact de cette façon. Alors ma question c'est est-ce que vous avez des astuces, des conseils finalement pour tisser de tels liens entre les adolescents? Oui. Donc, L'année dernière, j'avais parlé d'un rapport, mais je vais le répéter, qui est super utile, qui s'appelle Not Lost in Translation, et le sous-titre, je ne sais plus, c'est Employability and Job Offers and Languages or something like this. Ce rapport montre qu'entre 2010 et 2015, le nombre d'annonces d'emplois qui recherchent une main-d'œuvre avec la maîtrise d'une langue autre que l'anglais, la maîtrise parfaite d'une langue autre que l'anglais, a été multiplié par 3. Et c'est pareil pour le français. Le nombre d'annonces d'emplois qui recherchent des Américains bons francophones a été multiplié par 3 en 5 ans. Et ça continue. Ça continue. Donc vous pouvez avoir une autre spécialité, très bien, et si vous la combinez avec le français, vous ouvrez des portes qui ne vous ouvriront jamais autrement. Donc ça, c'est un peu le discours qu'on essaie de tenir aux parents. Maintenant, par rapport à votre projet de trouver une école ou une classe jumelle en France pour pouvoir motiver vos élèves, oui, on a donc, vous avez sur la section School Pairing, et vous avez un mode d'emploi, en fait, pour pouvoir le faire. Alors, il peut y avoir un appariement, ce qu'on appelle un appariement, ça c'est le terme officiel, qui va être validé par votre district, par le chef d'établissement, par le district. Donc ça c'est la procédure longue, mais après, est-ce que tu peux descendre, Nathalie, s'il te plaît? Il y a d'autres... Alors vous avez la personne contact à l'ambassade qui peut vous aider, Heather, qui est aussi une ancienne PAPIF, voilà, qui est chargée de programmes éducatifs également. Et puis, juste à la fin de cette page, vous avez d'autres sites beaucoup plus légers. Si vous ne voulez pas vraiment un partenaire officiel, si vous voulez juste essayer de trouver une école, nous avons quelques plateformes qu'on a regardées, qu'on recommande, qui vous mettent en lien avec des écoles ou des classes en France, qui cherchent aussi des Américains. Et puis alors je peux vous dire que du côté français, ils vont tout de suite, ils cherchent aussi des écoles américaines. Et je signale juste, voilà, ce dernier lien, pour rendre, c'est nos collègues américains en France, donc qui, à l'ambassade des États-Unis, votre ambassade en France, a développé une plateforme, donc le titre qu'ils appellent Fax. Vous voyez, le titre parle de lui-même sur les échanges éducatifs donc entre écoles françaises et écoles américaines, sur des petits projets. Ça n'a pas besoin d'être un gros partenariat officiel. Voilà. Merci. Ils sont timides. Comment ? Ils sont bien timides. Je dis que vous êtes timide, peut-être ça vous a peut-être pas. Oui. Est-ce qu'il n'y a jamais des retraités qui font le tapis ou c'est juste pour les jeunes? Alors c'est une bonne question. Non, c'est jusque 35 ans.
Et c'est étonnant parce qu'on en discutait la semaine dernière, oui c'est ça, avec nos homologues japonais. Il y a un programme fait par le Japon qui est à peu près similaire, enfin, qui a le même esprit que le nôtre, c'est envoyer des Américains enseigner l'anglais dans des classes d'anglais au Japon, à la différence qu'il ne faut pas parler japonais. Ça, c'est une grosse différence quand même. Mais les Japonais, justement, n'ont pas de limite d'âge. Donc, il leur arrive d'avoir, c'est exceptionnel, nous ont-ils dit, mais il y a eu une candidature d'une personne de plus de 80 ans, si je me souviens bien. Mais ils sont plus comme nous quand même dans leur sélection. Après, ils sélectionnent plutôt soit des étudiants, soit de jeunes professionnels. Nous sommes souvent contactés par les recrutés qui s'intéressent à avoir une expérience comme ça. Donc, je pense que c'est une bonne idée de pouvoir. Il faudra juste convaincre le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez tous une idée claire de ce que fait une ambassade ? Enfin, oui. Donc en fait, ça ne servait à rien ce qu'on a présenté. Souvent, quand même, les personnes que l'on rencontre ne voient pas trop à quoi sert une ambassade, en fait. Sur le plan politique, oui, mais alors après, ils n'imaginent pas nécessairement ce qu'il peut y avoir comme action. Vous avez parlé des écoles bilingues, et est-ce qu'il faut toujours avoir un certificat de dual languages ou quelque chose comme ça? Alors, ça dépend des districts. Évidemment, vous le savez, donc ça dépend des États et ça dépend des districts. Normalement, oui. Il me faut, donc, appelons-le, il me faut soit un endorsement, soit credentials, enfin bon, il y a plusieurs noms possibles, pour pouvoir enseigner dans ce type d'école. Maintenant, le problème de ces écoles est énorme. Donc, vous savez, il n'y a pas assez de professeurs de français comme langue étrangère. Il y en a encore moins qui peuvent travailler et enseigner les contenus mathématiques, etc., en français. Et du coup, ce que l'on observe, les districts sont très flexibles. Ils sont obligés de l'être, ils n'ont pas le choix. Donc, si vous êtes... L'idéal pour eux, c'est d'avoir un francophone, quelqu'un américain ou pas, mais qui parle très très bien la langue, et qui ait cette formation. C'est rare. Donc, en ce cas, le district préfère trouver le francophone et ensuite l'accompagner dans la formation, en le formant, comme on dit en français, sur le tas. Sur le tas, tout le monde comprend, former sur le tas? Oui. C'est-à-dire former par l'expérience. On va accompagner. Et avec un engagement de la part de la personne qui a été recrutée, de passer ces certifications complémentaires que lui demande le district et l'État. Mais c'est très flexible, c'est sûr. Par exemple, quand j'étais en Caroline du Sud, il y a quelques programmes dans plusieurs villes, et quelques programmes aussi dans des comtés très, très ruraux. Et ils prennent des enseignants francophones, et ensuite, ces enseignants ont 3 ans. En Géorgie, c'est pareil, dans certains districts autour d'Atlanta. Ils ont 3 ans pour pouvoir préparer leur certification complémentaire. Et c'est là que nous, justement, on donne des bourses. Parce que ça coûte de l'argent, une certification. Enfin, vous le savez mieux que nous, ça coûte de l'argent. Et donc, on donne des bourses pour pas que l'enseignant soit... parce que oui, c'est cher, pour avoir cette incitation. Merci. Juste une question à propos de diplomatie. Est-ce qu'il y a un mouvement de sauver la langue française en Louisiane? Parce que c'est une région vraiment spéciale. Alors, un mouvement, il y a une organisation qui s'appelle le Codophile, donc qui a été créée, c'est 50 ans, qui a été créée en 1968 par les Louisianais. La francophonie en Louisiane, quand on pense à la francophonie, on va spontanément dire « Ah bah oui, la Louisiane ». Bon, alors oui, bien sûr, la Louisiane est historiquement une terre de francophonie. Cette francophonie a été
extrêmement attaqué justement dans les années, jusque dans les années 60-70, mais vraiment violemment, avec un petit peu comme la politique linguistique française qui allait vers le monolinguisme à tout prix et à supprimer les langues régionales, de façon aussi parfois violente, ce qui a fait que certains politiques louisianais se sont mobilisés. Il y a quelques personnalités qui se sont mobilisées pour dire non, on ne peut pas faire, on ne peut pas laisser faire. Et donc on va créer, à l'intérieur du département de l'éducation louisianais, une agence pour la francophonie, qui s'appelle le Codophile. Je ne sais plus le sens de l'acronyme, ça fait, on dit tout le temps Codophile, donc, mais enfin il y a francophonie, F c'est pour francophonie. Donc en gros, le rôle de cette agence, c'est de défendre l'enseignement du français en Louisiane et de promouvoir le français sous toutes ses formes en Louisiane. L'une des difficultés de la francophonie louisianaise, je pense, c'est qu'elle était identifiée cajun. Alors en gros, la francophonie, c'est les Cajuns. Et si je ne suis pas Cajun, c'est pas pour moi. C'est très bien que les Cajuns veuillent défendre leur français, mais vous voyez, ça a en quelque sorte enfermé la francophonie dans une communauté. Et c'était un danger. Il y a d'autres francophonies, de toute façon, en Louisiane, il y a la francophonie créole aussi, il y a les francophonies indigènes, avec quelques tribus du fait de l'histoire de la Louisiane qui ont laisser leur langue indigène pour passer au français, les Houmas par exemple, et toutes ces francophonies ne discutaient pas vraiment ensemble. Donc déjà, il y a un point de rencontre qui est le consulat et l'action de coopération que l'on mène auprès de l'ensemble de ces francophones, et surtout, nous, avec le Codophile, c'est justement de désenclaver cette francophonie, qu'elle ne soit plus perçue par les Louisianais comme l'affaire des Cajuns, l'affaire des créoles francophones. Non, qu'elle soit, que si je suis un citoyen anglophone de Louisiane, je puisse être intéressé aussi par l'apprentissage du français. Donc ça, c'est un long travail de conviction, parce que ça ne va pas du tout de soi encore, et qu'il y a aussi des pressions locales pour garder la francophonie dans certaines communautés. Et il faut respecter à la fois cette identité très forte de certaines communautés, bien sûr, qui ont été quand même là dès le départ pour la francophonie, et en même temps ouvrir la francophonie à d'autres champs. Et donc là, le Codophile est une agence, mais c'est aussi le nom d'un programme que la Louisiane a avec la France, avec le Canada, avec la Belgique et d'autres pays, qui permet à la Louisiane d'importer en quelque sorte des professeurs dans ses écoles. Alors c'est la France qui en envoie le plus, alors qu'on manque de professeurs également en France, mais chaque année, nous envoyons environ 60-70, faisons partir, 60-70 professeurs de France pour un séjour de 3 à 5 ans en Louisiane, sur visa J1, enfin bon bref, il y a toute une procédure, dans les écoles d'immersion notamment, et aussi pour faire du français langue étrangère. Il y a un film qui s'appelle Oui. Le choix de Théo. Absolument. Donc il y a un documentaire en effet qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Thomas Covin, qui était en Louisiane et qui est désormais, c'est un Français, qui est à Denver maintenant, et Le choix de Théo, qui raconte cette histoire en effet, et notamment la création de cette agence, et donc vous avez des témoignages de personnes qui ont connu cela au début, et qui montrent à quel point à l'époque, vraiment, on interdisait de parler français aux Cajuns, dont c'était la langue. Et c'est pour ça que ça résonne beaucoup avec aussi notre passé linguistique en France, où il y a eu ces moments pour la langue bretonne, enfin pour plein de langues régionales, enfin je dis bretonne parce que je suis natif de Bretagne, mais où il y a eu ce phénomène-là aussi. Mais avec pas la résistance, pas les mêmes conséquences. J'ai une question à propos de diplomatie culturelle plus générale. Comment est-ce que vous pensez de l'impact de la puissance du soft power entre les États-Unis et la France aujourd'hui? Et est-ce que vous avez vu des effets des actions du président des États-Unis
actuelle dans votre travail? Tu vas donner une réponse pour moi? Alors, d'abord, je vais vous expliquer une chose. Je n'ai pas le droit de commenter la politique des États-Unis. C'est interdit. Pas plus que j'ai le droit de commenter la politique de notre pays. J'ai le droit d'en parler, mais pas de la commenter. Donc c'est difficile parce que là on est à la frontière. Pour ce qui est de ce qu'on appelle le soft power, il y a eu une étude récemment qui montre que, je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'est une étude américaine, qui dit que dans ce type d'action, la France est le premier pays, le plus efficace, celui qui fonctionne le mieux. Probablement, alors on est très fiers de ça, enfin, pour une fois, voilà, on est premier pour le soft power dans les classements. Après, le soft power, c'est un choix. Hein. Il y a des pays qui n'en font pas du tout, parce qu'ils considèrent, j'ai parlé de la Chine tout à l'heure, la Chine, ils commencent par l'éducation. Vous avez dû voir dans les campus, les instituts Confucius, etc. Et ça, c'est du soft power, effectivement. Mais ce n'était pas du tout la position diplomatique, par exemple, d'un pays comme la Chine, et qui, désormais, envisage cette façon de faire. Il y a cette tradition de la diplomatie française qui s'appuie toujours, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais qui s'appuie toujours sur une forte politique de diplomatie culturelle, considérant que on peut ainsi, comment je vais dire, imprégner quand même de la population par ces actions de nos positions. Pour ce qui est des effets, c'est très dur de mesurer les effets. Alors on a des indicateurs, le ministère nous oblige à avoir des indicateurs, et ces indicateurs sont chiffrés. Un indicateur ne peut être qu'un chiffre. Ce qui est très compliqué. Quand on veut mesurer l'effet, alors on s'arrache les cheveux parfois à trouver les bons indicateurs, mais un programme comme le TAPIF peut se mesurer assez aisément. Donc on a d'abord le nombre chaque année, on regarde le nombre de candidatures, le nombre d'Américains qui partent. Ensuite, on fait cette enquête que Nathalie vous a présentée rapidement pour voir un petit peu les parcours professionnels, le lien. L'enquête aussi mesure le lien qui reste, ou le lien qui est mesuré avec la France, et qu'on traduit en indicateurs, en pourcentage. Sur les effets, si je prends un effet de la diplomatie culturelle américaine, j'en ai déjà parlé, mais il est tellement frappant, c'est cette diplomatie sur l'audiovisuel que votre pays a, et qui a toujours. Hein. Et j'ai été dans un autre un autre pays en poste, qui est l'Inde. Et l'Inde est un pays où il est très très dur pour justement la diplomatie audiovisuelle américaine d'entrer, parce qu'ils ont le cinéma qui est extrêmement populaire en Inde. C'est pas tout le monde va au cinéma, à différents enfin il y a des salles luxueuses, il y a des salles populaires, mais tout le monde va au cinéma, ça fait partie des habitudes culturelles, si vous voulez, c'est tout à fait. Mais les Indiens vont voir des films indiens. Parce qu'ils se retrouvent dans un univers stéréotypé et culturel, c'est ce qu'ils attendent, ils ne veulent pas autre chose. Le problème, c'est que lorsque les grands groupes de cinéma américains veulent diffuser leurs films, c'est déjà un défi, ça, de trouver des salles qui acceptent de diffuser, de distribuer. Alors je ne vous dis pas pour les films français, la difficulté complémentaire, même si on peut avoir un petit avantage, il y a, c'est une anecdote mais c'est vrai, on n'avait aucune difficulté à pouvoir diffuser notre cinéma en fait dans certains instituts culturels, parce que il peut y avoir des scènes un peu plus dénudées qui peuvent attirer, et qui sont complètement impossibles normalement dans le cinéma indien, qui peuvent attirer le public. Bon, ça c'est une parenthèse, mais c'est pourtant c'est un fait réel. Mais le cinéma occidental n'arrive pas vraiment il pénètre les couches supérieures de la population, les classes supérieures, pas du tout les classes populaires, qui n'ont pas non plus du tout les codes dans leur éducation pour comprendre les films. Je vais vous donner un exemple. Donc si vous allez au cinéma quand vous êtes en Inde, vous prenez votre ticket, puis on vous dit la salle est pleine. Donc bon, bah, c'est pas grave, je prends n'importe quel autre film, donnez-moi un ticket. Donc on va pas voir un film, on va au cinéma. Et c'est ainsi que, par exemple, il y a une salle de cinéma où
moi j'allais voir ce film, un film de Sofia Coppola, qui est Marie-Antoinette, vous l'avez peut-être vu, bon, qui est une variation sur l'histoire de Marie-Antoinette. Et donc la salle était pleine, mais juste parce que les Indiens n'avaient pas pu avoir le film qu'ils voulaient. Et en général, en Inde, quand le film s'achève, quand on sent la fin arriver, les Indiens partent 5 minutes avant, le film n'est pas terminé, mais c'est bon, de toute façon on connaît la fin, hein, donc il n'y a pas besoin de rester pour voir la fin. Donc le public s'en va. Et là, vous n'avez peut-être pas vu le film, mais dans le plan final du film de Sofia Coppola, c'est un plan qui ouvre, enfin comme souvent nos films français, qui ne clôture pas le film vraiment, mais qui ouvre sur autre chose. Et le public indien n'a pas du tout compris. Bon, déjà, il faut être très honnête, hein, toutes ces références culturelles, etc., ils ne les avaient pas pour une large partie. Et en plus, la dernière image du film, donc ils ont tous cru qu'il y avait un problème technique, ils se tournaient pour voir, alors que le film était terminé, le générique est passé. Donc ça vous montre à quel point il y a un énorme travail, en quelque sorte, de la part à la fois des compagnies, mais aussi justement des postes diplomatiques, pour pouvoir promouvoir et diffuser un cinéma qui est illisible pour une partie de la population encore. Et donc c'est un défi, c'est un des pays, je pense, les plus difficiles avec lequel justement avoir un soft power efficace. Je ne réponds pas complètement à votre question, je le sais. Vous n'avez pas d'autres questions ?